Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur La Voix du CDO, le podcast au cœur de la révolution numérique. Rejoignez-nous pour découvrir les coulisses de la transformation digitale des organisations avec des experts, des dirigeants, des visionnaires qui ne se contentent pas de suivre les tendances ou de les théoriser, mais les façonnent jour après jour dans leur travail quotidien avec leurs équipes, leurs partenaires métiers ou leurs clients. Dans chaque épisode, nous discutons de manière pragmatique des stratégies, des usages, des technologies et des implémentations qui redéfinissent notre monde d'aujourd'hui. Des IA à la blockchain en passant par la cybersécurité, les data lakes ou les digital workplace ou toute autre innovation qui transforme notre pratique au quotidien. Les succès comme les échecs nous intéressent. Ils sont le fruit de notre capacité à faire progresser nos organisations au bénéfice de celles-ci, des utilisateurs et des clients. Efficacité, croissance, productivité, expérience client, chiffre d'affaires, nouveaux business models, engagement employé, tous ces objectifs sont recherchés par nos invités qui décrivent leur expérience concrète sur le terrain pour nous faire progresser ensemble. Pour les leaders actuels et de demain, abonnez-vous dès maintenant à la voix du CTO et restez à l'avant-garde du changement. Embarquez avec nous dans cette aventure passionnante et grandissons collectivement dans cette période de changement continu qui s'accélère tous les jours. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver encore nombreux sur notre podcast La Voix du CDO. Cela fait quelques mois que vous nous suivez, nous accompagnez dans cette aventure. Chacune de nos rencontres, de nos échanges, de nos épisodes et de vos retours donne un sens à ce projet. Beaucoup d'entre vous ont souhaité nous découvrir davantage. Et c'est avec un grand plaisir que nous avons accepté de nous prêter à ce nouvel exercice à travers 2 épisodes hors série en cette période de trêve estivale. Je suis ravi de pouvoir vous faire découvrir une personne d'exception, d'une grande bienveillance, d'une expertise et d'une expérience inestimable. Mon co-animateur, Miguel Mambrado. Es-tu prêt, Miguel? Je suis prêt. Attention. Alors Miguel, peux-tu nous parler de ton parcours et ce qui t'a conduit au poste à la fonction de chef digital informatique officer et quelles ont été les étapes de ta carrière qui t'ont préparé à ce rôle-là? Oui, bah, c'est une carrière qui s'est déroulée en deux grandes phases. La 1re phase, c'est que, bon, j'ai fait un doctorat en intelligence artificielle, quand j'étais jeune, et qui m'a mené à, en fait, à créer une première start-up et après cette première start-up, j'en ai créé 3 autres. Donc en fait, ma première partie de de vie et de carrière a été en tant qu'entrepreneur. J'avais créé pendant mon doctorat un des premiers moteurs de recherche texte intégral, hein, les ancêtres des Alta Vista, Google, etc. Avec en plus traitement du langage naturel, donc avec base de données sémantiques, enfin des choses dont on parle beaucoup donc maintenant depuis quelques 2-3 ans grâce à ChatGPT et OpenAI et les LLM. Donc ça n'existait pas encore les LLM à l'époque, bien entendu, c'était le tout début des réseaux de neurones, mais voilà. Donc en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière, parce que le projet de moteur de recherche était transformé en système documentaire hyper avancé pour l'époque, dans les années 90, et on a créé avec mes associés de l'époque, dont mon directeur de thèse directement, une start-up qui a été financée, hein. On fait partie des premières sociétés à avoir eu du capital risque en France également. C'était aussi toute une aventure, hein. Le capital risque, c'était pas évident à l'époque du tout en France. Et donc après, j'ai créé une deuxième société, Maïotique, qui a été numéro 2 mondial des espaces de travail collaboratifs sur internet. Donc un gros succès. Et qui a évangélisé là aussi tout le marché de la productivité, et on n'appelait pas ça encore le cloud, mais ça l'est devenu donc à partir de 2005-2006. C'est-à-dire de travailler au lieu d'installer ses logiciels sur son PC ou sur des serveurs en client-serveur, comme on appelait à l'époque. Eh bien, on avait créé une plateforme complète sur Internet où n'importe qui pouvait collaborer de n'importe où avec ses fichiers et arrêter de s'envoyer des emails et des fichiers en pièce jointe, quoi. Ça, c'était dans les années 2000. Et ça a vraiment évangélisé. Il y a toute une génération en France et à l'étranger, parce qu'on était dans 96 pays, qui ont découvert la collaboration digitale en fait, à travers notre plateforme Maïetic Village. Voilà. Puis après, j'avais fait un petit tour aux États-Unis en créant une start-up
qui s'appelait Netcipia, qui était une plateforme de monétisation d'expertise. C'était un petit peu tôt, c'est arrivé après avec tout un tas de plateformes, surtout autour de la vidéo. Nous, on n'avait pas intégré la vidéo à l'époque, mais l'expérience a été extraordinaire parce que c'était la découverte du monde de la Silicon Valley pendant 2 ans, avec tout l'écosystème incroyable qu'il y a de financement et d'entrepreneurs, avec des tables rondes, je me rappelle, qui étaient extraordinaires, pratiquement tous les soirs, avec des gens qui avaient fait 2, 3 IPO, avec qui tu pouvais discuter sans aucun problème. Enfin, un réseau extraordinaire, en fait. Et c'est là où on voit que c'est cet écosystème-là, quel dynamisme et quelle créativité et quelle entraide en plus entre les gens qui collaborent. Et voilà, c'est source d'inspiration. Et puis voilà. Puis après, je suis revenu en France. J'ai créé une société de conseil qui s'appelle Keyman Consulting, dont je m'occupe toujours, mais et donc qui est donc toujours spécialisée dans la transformation digitale, hein, puisque en fait, j'étais plutôt éditeur de solutions et de logiciels jusqu'à Keyman. Et avec l'avènement en fait des très très grosses plateformes du cloud justement, et pilotées par Microsoft, par Google, tout un tas de très très gros acteurs, ça devenait assez difficile, en tout cas à partir de la France, de créer des plateformes compétitives dans ce domaine-là, qui était mon domaine d'origine. Et donc j'ai switché sur la partie conseil. Et là, j'ai travaillé pour des très, très grands groupes comme, plutôt d'ailleurs dans le monde industriel à l'origine, Valeo, qui est le premier groupe que j'ai accompagné, qui était le premier groupe d'ailleurs international, hein, au monde à adopter la solution Google Apps à l'époque, Google Workspace pour les espaces de travail collaboratifs. Et je les ai accompagnés dans cette démarche. Et puis après, des sociétés comme Veolia, Solvay, etc., sur toute la partie transformation digitale, donc avec une équipe de consultants. Et puis, il se trouve qu'en 2016, bah, j'ai commencé aussi à faire du conseil pour une université, l'université Paris-Dauphine, qui avait besoin, là aussi, de rentrer dans ce monde du digital au sens moderne, hein, du terme, hein, puisque ils avaient des infrastructures, disons, informatiques, hein, qui pilotaient l'ensemble du cœur de l'université, mais il n'y avait pas encore cette transformation digitale. Et ça c'est ça qui est important. Et donc, voilà, j'ai commencé en tant que consultant pour eux. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé directeur du service transformation digitale et finalement directeur du département informatique et de la transformation digitale, donc le titre exact, directeur du numérique, jusqu'en 2021. Donc ça, c'est la seconde partie de ma carrière où finalement, je suis devenu un vrai Chief Digital Officer ou Chief Digital and Information Officer, parce que j'aime bien plutôt ce second titre, entre guillemets, qui mêle à la fois la transformation digitale, et ça on pourra peut-être en reparler, et l'aspect informatique, plus traditionnel, entre guillemets, mais qu'il faut transformer aussi, parce qu'en fait, il y a une transformation aussi de l'informatique qui est absolument capitale à faire. Et bon, j'ai la chance de maîtriser du coup à la fois la transformation organisationnelle et business. Pour moi, c'est ça la transformation digitale, c'est comment je transforme une organisation et un business grâce au digital, qui est là un outil de transformation. Mais l'important, c'est pas le digital en tant que tel. Il est là, il existe. Maintenant, il faut en tirer les fruits. Mais c'est la difficulté, c'est le changement et la transformation de l'organisation et du business qui va avec pour, bien entendu, arriver à monter à l'échelle grâce au digital. Mais pour cela, il faut aussi transformer l'informatique. Parce que l'informatique, il y a différentes façons de faire de l'informatique. On va dire une informatique ou une façon de faire plutôt classique, et les nouvelles façons de faire de l'informatique, de l'IT au sein des entreprises, qui doit absolument se transformer pour justement, elle aussi, être au service de cette transformation organisationnelle et business. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Donc, le rôle de Chief Digital and Information Officer, pour moi, est un rôle extrêmement important d'arriver à combler les deux. Donc, c'est ce que j'ai pu mettre en place et expérimenter. Et puis, ça a développé, bien entendu, tout mon savoir-faire au service des grandes organisations chez Paris-Dauphine. Et puis après, je suis parti aussi, je suis devenu le Chief Digital and Information Officer également de la société ETS,
Educational Testing Services, qui est la société américaine, énorme société américaine, enfin non-profit, mais qui fait 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires quand même, qui s'est mieux connue à travers les tests d'anglais, TOEFL, TOEIC qu'elle délivre, mais en fait, elle délivre des tonnes d'autres tests dans d'autres domaines également. Hein, c'est pour ça qu'elle est tellement importante. Et donc, j'étais le Chief Digital Information Officer de ETS pour la région IMEA, voilà, Europe, Middle East et Afrique. Donc ça a D'accord. été une expérience extrêmement intéressante aussi de transformation du business et de transformation de l'organisation de cette société. Voilà, Super, voilà. Donc, super. mon parcours divisé en deux grandes étapes entrepreneuriales et de CDIO. Hmm, ok. Alors, tu as anticipé un peu les questions qui vont suivre après, mais je voulais te demander quelle était ta vision aujourd'hui de la notion de transformation numérique des entreprises. Euh, comment tu, par le nombre d'entreprises que tu rencontres et le nombre d'échanges que tu peux avoir, ta vision sur la transformation des entreprises aujourd'hui, comment tu définis cette fonction-là de chef digital ou information officer dans les organisations modernes, et quelles sont selon toi les principales tendances numériques qui façonneront les entreprises dans les 5 prochaines années, en fait. Oui. Vaste question. Alors, la première partie, déjà, effectivement, j'avais commencé à initier un petit peu une sorte de réponse ou de positionnement, en tout cas. Moi, ce que j'ai découvert dans la phase de transition, en fait, entre ma société, enfin, Maïetic Netsipia, où j'étais donc éditeur de logiciels ou de plateformes dans le cloud, de services de SaaS, en fait, dans le cloud, et Keymind, où j'ai commencé la partie conseil, c'est que il suffit pas d'avoir les bonnes plateformes, les bons outils, même s'ils sont les meilleurs du monde, pour arriver à faire qu'une entreprise elle-même se transforme et en tire profit. Voilà. Et donc la majeure difficulté, alors certains pourraient dire c'est la conduite du changement, mais la conduite du changement, c'est pas assez. Donc, elle est aussi indispensable, la conduite du changement, comment je fais en sorte que les utilisateurs, les employés, etc., adoptent ces solutions. Mais ça ne suffit pas, absolument pas. Ce qu'il faut, c'est comment je transforme réellement une organisation pour qu'elle soit digitalement, que le mindset soit digital, au sens que le digital puisse faire monter à l'échelle, c'est-à-dire multiplier par 5, 10, 20 mon potentiel de croissance, ou de livraison de résultats à mes clients, quels qu'ils soient, B2C ou B2B. Et ça, c'est un changement de mindset au niveau du top management et au niveau de l'ensemble de l'organisation, bien entendu, derrière. Mais ce n'est pas juste adopter une technologie, ça, c'est pas assez. Donc, c'est pour ça que le terme de transformation digitale, pour moi, est essentiel. Je dis souvent qu'il y a plusieurs étapes dans ce qu'on appelle la digitalisation. Il y a l'étape de transposer des process existants en des process numériques. Bon, voilà, je transpose un process organisationnel grâce au digital en quelque chose de mieux, plus efficace, etc. Mais c'est juste une transposition parce que je n'ai pas modifié le process en soi, je l'ai juste optimisé et rendu plus accessible, par exemple. Et puis après, il y a la vraie transformation où là, le process, en général, il est carrément éclaté, voire revu complètement à zéro. Et c'est tous les exemples que l'on a hein, de transformation dans le monde du business, que ce soit alors les grands exemples connus par le monde entier, c'est aussi bien la musique, la recherche, le cinéma, enfin la photo, ou toutes ces grandes entreprises d'ailleurs qui étaient spécialistes dans le passé de ces domaines-là se sont fait complètement disrupter par les acteurs technologiques qui, du coup, justement, eux avaient cette vision de qu'est-ce que le digital permet de faire et comment elle peut transformer un domaine à 100% pour le rendre beaucoup plus performant, non pas simplement en matière d'adoption et d'efficacité, mais également en matière de croissance et de transformation totale du business. Et c'est ça, pour moi, la définition vraiment de la transformation digitale, c'est comment arriver à mettre en place cette transformation organisationnelle et business dans une entreprise.
OK. Et les facteurs de croissance, comme tu disais, pour les 5 prochaines années, quels sont-ils? Alors déjà, euh, il faut être réaliste. Il y a plein de, plein de facteurs de croissance déjà du passé qui ne sont pas du tout en place dans la plupart des organisations, hein. Parce qu'on parle toujours quand on, ça c'est aussi quelque chose que j'ai découvert ces 10 dernières années, parce que voilà, tous mes clients dans mes entreprises étaient plutôt des clients très, très leaders quand même, très avancés. On était toujours 5, 10 ans en avance un peu sur le marché. Donc du coup, nos clients étaient eux aussi quand même assez visionnaires. Par contre, j'ai découvert en rentrant dans les organisations de l'intérieur, comme l'université ou comme chez ETS, etc., et puis dans d'autres organisations que j'ai pu accompagner en tant que conseil, que la réalité du terrain, pour 80% des entreprises, elle est pas du tout à ce niveau-là encore. Il y a énormément de chemin à faire pour ne serait-ce que déjà adopter les technologies digitales du moment. Par exemple, passer d'une architecture de type serveur on-premise dans une architecture 100% cloud, à partir de laquelle je peux travailler de n'importe où, je n'ai plus aucune barrière à la collaboration. Pareil, d'un point de vue business, je crée des lignes de business 100% digitales, même si j'ai des produits physiques ou même des produits immatériels. Chez ETS, c'était le cas. On vend des tests. Bon, bah, des tests, c'est complètement immatériel, bien entendu, à partir du moment où on les a digitalisés, en tout cas. Mais la méthode de vente qui est traditionnelle jusqu'à présent, bon, bah, on peut la disrupter complètement en mettant en place des plateformes SaaS de vente en mode B2B, B2B2B, et qui vont mettre un facteur d'échelle x10, x20, quand on a en plus un marché aussi important que quasiment le monde entier, quoi. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut arriver déjà à mettre en place. Et bien entendu, dans les 5 ans à venir, je pense que déjà, c'est comment faire en sorte que toutes les entreprises, toutes les organisations aient bien cette vision-là, cette vision et cette capacité à se reposer la question comment réellement le digital, les canaux de distribution digitaux, mais aussi une organisation 100% digitale de mon entreprise, eh bien, va me faire passer à l'échelle supérieure, au niveau supérieur. Ça, c'est la première chose. Puis après, bien entendu, il y a des technologies hyper innovantes. Alors, bon, l'IA dont on parle depuis très longtemps, qui devient maintenant vraiment très, très opérationnel, et que l'on peut commencer à mettre en œuvre, hein. Alors, ça peut être l'IA, même pas la générative AI, hein, l'IA vraiment opérationnel depuis 2010-2012, qui est plutôt l'IA en maintenance prédictive, l'IA qui est capable de prendre des datasets et de pouvoir en sortir tout un tas d'informations utiles pour l'entreprise, et donc en mode prévisionnel si c'est nécessaire, etc. Comment mieux servir les clients à partir de là. Et puis, bien entendu, bon, bah, il y a toutes ces nouvelles technologies qui arrivent, comme la Gen AI, qu'il faut encore adopter. Ça, on est quand même un peu au début. C'est pas évident pour tout le monde, mais qui offre une perspective absolument incroyable. On a eu beaucoup d'invités dans nos podcasts précédents, qui le montrent très, très, très clairement. C'est en plein boom. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. Donc il faut faire attention. Nous on est de par notre métier et notre passion assez en avance sur tout ce qui se fait, mais il faut aussi savoir rester assez réaliste par rapport aux besoins de nos clients et des entreprises qui sont parfois moins en avance, ce qui est normal, et comment les accompagner au mieux dans cette démarche. Oui, par rapport à ça, j'entends, comme com comment toi, tu es amené, dans ton expérience à essayer de faire monter en compétence les dirigeants d'une entreprise? Est-ce que tu as été confronté à des freins, à des sujets, d'adoption difficiles? Et comment, selon toi, tu peux favoriser une culture numérique au sein d'une organisation, heu et de faire en sorte que l'intégration soit fluide sur l'ensemble des initiatives? C'est très difficile en fait, le retour d'expérience. C'est vraiment très difficile en fait. Parce que on a un ennemi
c'est la première chose qui me vient à l'esprit là, on a un ennemi, c'est le temps. Mettre en place des solutions informatiques en plus, hein, qui sous-tendent toutes ces transformations, bah, ça prend du temps. Donc entre le moment en plus où on commence à «vendre» entre guillemets une idée et le moment où on la réalise, il se passe du temps et ce temps, il joue en notre défaveur. Heu, Parce que, bah, les choses avancent aussi à toute vitesse, les gens qu'on a peut-être convaincus dans le top management, bah, ils sont moins convaincus ou ils ont oublié au bout de quelques mois, ils sont peut-être partis sur d'autres problèmes et cetera. Donc en fait, il faut avoir conscience de ce problème-là parce que je pense que c'est le plus grand danger. Donc c'est comment est-ce que je traite ce problème? Donc comment est-ce que je lutte contre ce temps qui fait que on n'arrive pas à maintenir un momentum de transformation parce qu'il y a bah, la réalité qui est sous-jacente, que ça prend bien entendu du temps à transformer. Donc du coup, il y a deux facteurs clés qui sont fondamentaux. Le premier, c'est que bah, il faut surtout pas créer d'effets tunnels, donc il faut itérer très très vite. Donc il faut, dès qu'on a, des idées, il faut démontrer très, très vite, les premières réalisations et surtout pas attendre des mois, et arriver à embarquer avec soi donc justement le top management. Donc ça veut dire que la communication aussi de tout ce que l'on fait est aussi importante que ce que l'on fait. Donc il faut non seulement faire, mais il faut surtout, communiquer, à l'ensemble de l'entreprise, là où on est et embarquer avec soi, bien entendu, l'ensemble de l'entreprise, en tout cas tous les acteurs concernés, au quotidien et les embarquer sur des «quick wins» entre guillemets, enfin ou en tout cas des itérations, hyper courtes, hyper rapides, qui fait qu'on préserve ce momentum en permanence, alors avec des choses positives bien entendu, qui donnent des résultats, parce que c'est fondamental de pouvoir, démontrer et garder, la tension en fait, permanente de ces équipes de management. Donc ça, c'est vraiment pour moi, un élément clé en fait que j'ai découvert toutes ces dernières années, et avec un autre qui est peut-être, un corollaire, mais c'est la capacité à anticiper. Il faut anticiper le maximum de choses et en fait, on est en mesure d'anticiper beaucoup de choses dans ces domaines-là. Alors l'anticipation, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet en fait d'avoir une vision et que cette vision donne un objectif, donc un objectif à atteindre et même si le chemin, parce qu'on parle d'itération, itération, ça veut dire que parfois, bah, je me rends compte dans une itération que certaines choses marchent moins bien que ce qui était prévu. Donc, justement, l'itération me permet de modifier, de reprendre un nouveau chemin et puis peu à peu comme ça d'avancer. Mais si j'ai pas en même temps cette vision, je peux m'égarer. Et donc, et si on commence à s'égarer, en plus, ça fait peur à toutes les parties prenantes autour qui, du coup, ne comprennent plus où est-ce qu'on va. Donc, il faut être en même temps en capacité d'avoir donné une vision et en même temps d'avoir un chemin hyper flexible pour arriver à cette vision, sachant qu'on peut en cours de route, néanmoins changer tout un tas de petits trucs, ou de trucs un peu moins petits, pour arriver à ce résultat. Et c'est avec ces deux grands principes qu'on arrive, je pense, à maintenir, dans une organisation, l'ensemble de l'organisation avec soi. Si on rate un de ces éléments-là, on ne communique pas correctement ou pas suffisamment ou pas au bon niveau, qu'on n'a pas de résultats suffisamment concrets pour démontrer qu'on a raison et que ça va dans la bonne direction et ouvrir les esprits, hein, parce que en petite anecdote, ça m'est déjà arrivé au moins 3 fois ces dernières années. Quand on demande à je parle de transformation du business, hein, grâce au digital. Quand on demande à des équipes commerciales et marketing qui ont leur business normal, on leur dit voilà, je mets en place un nouveau canal de distribution 100% digital en B2B ou en B2B2B. Estimez-moi quel est le potentiel de ce canal. En général, ils ne sont pas capables de l'estimer parce qu'ils ne peuvent pas réfléchir. Ils ont énormément de mal à réfléchir autrement que par rapport à ce qu'ils connaissent. Mmh. Et ils n'arrivent pas à se projeter suffisamment parce qu'en plus, bon, tout le monde est en plus la tête dans le guidon, bien entendu, avec ses résultats opérationnels, au trimestre, machin et tout ça à faire. Donc c'est extrêmement difficile.
Et donc, les estimations sont extrêmement faibles, extrêmement faibles. Or, tous les exemples le démontrent dans toutes les industries. À partir du moment où je transforme une chaîne de distribution en chaîne numérique, eh bien, on casse toutes les barrières et on a un potentiel bien plus important qui ne se chiffre pas en quelques 10% ou 15% de croissance. Non, il se chiffre en x2, x3, x4, x10 dans certains cas, etc. Et ça, c'est extrêmement difficile à envisager pour les gens qui ne baignent pas là-dedans et qui ont du mal à se projeter. Donc, c'est comment est-ce que je fais en sorte d'arriver à faire prendre conscience, à générer cette ouverture d'esprit, ce déclic tout d'un coup qui fait que, et c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais sur le mindset, qui fait que eh bien, la personne, c'est son esprit tout d'un coup, sa vision, sa façon de voir qui s'est transformée. Et pour ça, on ne peut le faire qu'en donnant des résultats concrets. Les gens doivent voir, doivent toucher du doigt à un moment donné cette transformation, parce que sinon, ils ne peuvent pas la faire sienne. C'est ça qui est très important. Donc il y a cette difficile réalité, entre guillemets, qui est que les gens ne peuvent croire que ce qu'ils voient pratiquement ou que ce qu'ils ont entre les mains à un moment donné. Donc il faut arriver aussi à leur faire comprendre ça et à leur faire toucher du doigt ce potentiel. Et donc ces fameuses itérations sont là pour ça. Voilà. D'accord. Et dans ton parcours, tu dirais que comment tu dirais tu décrirais ton style de leadership et les qualités humaines qui te semblent indispensables pour être un leader de la transformation numérique, un CDO ou un CDIO, euh, et quelle est sa position dans une organisation euh, pour pouvoir mener à bien sa mission en fait. Alors, sa position dans l'organisation, je démarre par la fin, c'est d'être directement sous la direction générale, enfin en lien direct avec la direction générale, enfin, le top management, parce qu'en fait, c'est une fonction transverse, en fait, la fonction de CDO. Donc, on va transformer, et parfois un peu déranger, hein, faut le dire, les autres directions. Euh, Et donc, il faut qu'on soit directement raccroché. Il faut qu'on ait la mission directement de la direction générale pour cette mission-là. Et qu'on ait cette légitimité d'aller transformer, je vais en parler de commercial et de marketing tout à l'heure, d'aller transformer peut-être le travail d'une direction commerciale. Et bien entendu, on ne le fait pas tout seul, hein, du tout, hein. Il faut le faire et ça, c'est l'autre partie. C'est comment on assume ce leadership. On le fait en synthèse, en symbiose avec ces autres directions. Mais encore faut-il qu'elles l'acceptent, bien entendu, et qu'elles ne soient pas en guéguerre, comme ça peut se produire dans certains endroits, contre toi, parce qu'elles ont l'impression que tu marches sur leur plate-bande et que, bien entendu, voilà, c'est pas à toi de faire ce boulot de transformation, entre guillemets. Ça peut être parfois le point de vue que d'autres directions ont. Donc, il faut arriver à combiner ça. Donc, le sponsorship incontestable doit venir, bien entendu, de la direction générale. On doit avoir ce mandat, c'est un vrai mandat de transformation transverse. Donc, on a cette légitimité. Et ensuite, il faut savoir travailler avec chacune des directions, parfois avec plusieurs directions, bien entendu, sur certains projets, voire avec toutes. Et là, c'est là tout l'art. C'est extrêmement difficile parce que justement, il peut y avoir ces questions de rivalité et compagnie. Et donc là, le leadership doit être à la fois, donc on doit être à la fois très sûr de soi, parce qu'il faut apporter une vision, il faut être assez ferme, et puis en plus, il faut être persévérant, hein, parce que c'est une question d'implémentation dans le temps, encore une fois. Et donc, il faut avoir cette constance et cette persistance, entre guillemets, dans ce que l'on fait. Mais en même temps, il faut être 100% à l'écoute, extrêmement humble, parce qu'il ne faut pas donner l'impression à ces alter-ego qu'on est en train de le faire à l'encontre de leur propre vision et de leurs propres souhaits. Donc, il faut arriver à embarquer avec soi. Si on n'arrive pas à embarquer avec soi, on va forcément à l'échec. Et donc, voilà. Donc, le leadership, là,
il est une combinaison de je reviens sur ce mot alors à la fois visionnaire, à la fois, fermeté, à la fois, humilité, être humble, être à l'écoute et arriver à embarquer avec soi, l'ensemble des autres partenaires avec qui on travaille dans une organisation. Parce qu'on travaille, encore une fois avec pratiquement tout le monde. On a cette Mmh. chance d'être transverse et dans son équipe, c'est pareil, hein. Donc l'équipe de la direction de la transformation digitale et encore plus d'ailleurs si on a une équipe informatique rattachée comme, c'est le cas dans les postes que j'ai eus, ce qui était mon souhait et qui avait été accepté par l'organisation. C'est d'arriver aussi à embarquer avec soi les informaticiens. Et là aussi, je parlais de transformation, hein, c'est une vraie transformation, hein. Je me suis retrouvé avec des informaticiens absolument opposés à la vision et transformative que j'apportais et qu'il a fallu accompagner, qu'il a fallu faire monter dans le bateau, convaincre par l'exemple, par l'expérience, etc. Et donc, voilà, il faut faire ça aussi bien dans sa direction, bien entendu, qu'à travers toutes les autres directions. Donc, c'est vraiment un boulot assez difficile, mais passionnant. Mmh. On entend en fait la difficulté avec en trame de fond, cette chronologie qui est importante, hein, dans les réalisations, dans les quick wins à réaliser. Et en plus le temps qu'on doit accorder à chacun pour réussir à les Oui. faire monter en compétences, dans toutes les directions qu'on rencontre. Hem, est-ce que tu pourrais nous parler d'un projet numérique dont tu es particulièrement fier et inversement, parce qu'il y a toujours un équilibre entre les choses, une expérience dont, tu dirais, tu l'aurais, géré différemment ou, aujourd'hui avec le recul, qu'est-ce que tu en as retiré, de cette expérience-là? Oui, bah, écoute, bon, il y en a beaucoup. Alors beaucoup de positives, certaines difficiles aussi. Hem, bon, une des plus grandes, réussites, ça a été, à l'université Paris-Dauphine, heu, la capacité à en fait, c'était, quand je suis arrivé, c'était 0 enfin, c'était 100% on-premise, Ouais. pas de cloud, rien du tout. Et puis des architectures d'il y a 15 ans, voilà, donc c'est une direction informatique très classique entre guillemets. Et malheureusement, par faute d'investissement aussi, bah, engoncé dans les problèmes de maintenance. 80% du budget pratiquement partait dans la maintenance des plateformes et des systèmes informatiques. Donc aucune capacité à du coup, innover et à apporter, alors qu'il y avait une transformation, digitale à l'extérieur de Dauphine et d'ailleurs prônée par les super chercheurs, enseignants et cetera de Dauphine d'ailleurs dans leurs propres cours. Mais l'organisation elle-même était, empêtrée dans ces problèmes historiques, organisationnels. Et avec le DSI de l'époque, hein, 2016 qui s'appelle François Majlesi, qui a énormément œuvré aussi dans ce sens. Eh bien, peu à peu, on a introduit des nouvelles solutions dans le cloud, qui ont permis de désengorger justement toute une partie de ces problématiques de maintenance, d'arriver à refocuser les équipes sur ce qui était vraiment important à maintenir et ce qui n'a plus aucun sens de maintenir, comme la messagerie électronique ou les systèmes de productivité, de plateformes collaboratives, en ayant mis en place une plateforme collaborative dans le cloud comme Microsoft 365 ou dans d'autres organisations, Google Workspace, etc. Ça dégage déjà toute cette partie-là du périmètre de maintenance. Mais bien entendu, il faut aller beaucoup plus loin. Ça peut être le CRM, ça peut être toutes les data lakes, toutes les couches qui peuvent être externalisées et qui font qu'on n'a plus besoin de s'occuper de ça sur tout un pan et qu'on se concentre uniquement sur la valeur ajoutée fonctionnelle et qu'est-ce que ça apporte à mon organisation. Et à la fin de ces 6 années de transformation, 5 années et demie de transformation,
eh bien, 60% du budget de la direction du numérique, donc, qui regroupait à la fois informatique et transformation digitale, était consacré à des projets d'innovation. 60%, alors qu'on partait de 80% de budget dédié à la maintenance 5 ans avant. Donc ça, c'est une vraie transformation. C'est un vrai succès, même s'il a été parfois très difficile, hein, au fur et à mesure des années à obtenir, hein. Il y a eu des guerres, il y a eu tout ce que l'on veut, mais à chaque fois, on s'en est intelligemment, et avec pareil, la direction générale des services, qui a fait un super boulot, les différents directeurs qui, progressivement, sont rentrés dans le jeu, ont fait des super boulots, etc. Et bien, peu à peu, on a réussi à obtenir ce résultat-là, et ça a donné un nouveau souffle complet à l'université. C'est ça qui nous a permis de lancer, par exemple, en 2018-2019, les premiers projets d'intelligence artificielle, d'un coach, un coach virtuel. D'ailleurs, notre premier invité dans le podcast, Jean-Patrice Glafkides, est venu témoigner de ce résultat-là. Il est, lui, maintenant le responsable transfo digital chez l'Université Paris-Dauphine, et toujours en charge de ce projet, entre autres. Et voilà, c'est ce type de projet qu'il était impossible de faire avant, parce que cette équipe informatique, et donc du coup, aucun autre tous les autres départements étaient bloqués parce que l'équipe informatique ne pouvait pas sortir de son problème de maintenance. Donc ça, c'est un véritable succès. Euh, Autre chose, par contre, qui me revient à l'esprit, dont je suis hyper fier, même si ça n'a pas été facile, ça a été le Covid. Quand les premières lockdown, en français, je ne sais plus comment on dit, confinement, voilà. Le premier confinement est arrivé, heureusement qu'on avait anticipé. Voilà. C'est là où on se rend compte de la capacité d'anticipation. Moi, la première chose que j'avais fait en 2016, c'était justement arriver en disant, arrêtez, l'informatique, c'est plus gérer sa messagerie en local, c'est plus gérer sa bureautique en local, c'est plus faire tout ça en local, c'est faire du télétravail, même si le télétravail était à l'époque interdit chez Dauphine. Mais le monde, c'est de pouvoir travailler de n'importe où dans son système d'information, où qu'on soit dans le monde à un moment donné, si on a besoin de travailler, de voyager. Et tout le monde a besoin enfin, tout le monde, en tout cas, beaucoup de gens ont besoin de voyager, d'accéder à leurs données. Donc, immédiatement, on avait mis en place un système, donc Microsoft 365 en l'occurrence, on avait déployé dès 2016-2017. Et en 2018, il était 100% opérationnel, même si, bien entendu, tout le monde ne l'utilisait pas forcément à sa juste valeur. Mais quand le confinement est arrivé, en une semaine, on a basculé l'ensemble des opérations en mode opération à distance. En une semaine, ce que pratiquement aucune autre université n'a pu faire, parce qu'elles n'avaient pas anticipé ça, malheureusement. Donc, il aura fallu beaucoup plus de temps. Et bien entendu, ça n'a pas été évident pour les enseignants, hein. Donc là, ça a été le côté pédagogique, par contre, qui était difficile d'enseigner à distance. Mais par contre, toute l'infrastructure technologique était là. Donc, on a été en mesure de faire ça. On a dû distribuer des centaines et des centaines de PC à tout le monde pendant le confinement. On était les seuls, enfin parmi, pas les seuls, mais parmi les quelques rares à devoir voyager pendant ce temps-là pour amener les PC portables aux différentes personnes qui n'en avaient pas, qui étaient coincées chez elles, etc. Et pour pouvoir continuer à travailler, mais l'ensemble du système d'information restait accessible, l'ensemble de la production et de la productivité de l'organisation est resté disponible. Et les enseignants, on a fait un super travail avec le Centre d'innovation pédagogique de l'époque aussi de Paris-Dauphine. On a d'abord formé et travaillé avec le Centre d'innovation pédagogique, et eux-mêmes, ils ont formé l'ensemble des enseignants à toute vitesse en 2-3 semaines. Et tout le monde s'est retrouvé à pouvoir faire ses cours en ligne, hein. On avait 2000 heures de cours par semaine, qui, 2-3 semaines après, étaient 100% opérationnels. On a eu une très forte montée en puissance. Je crois que la première semaine, on était déjà à 1600 heures, la deuxième semaine, on était déjà à 2000 heures, etc. Et après, on continue. Et donc ça a été, voilà. Alors je sais qu'il y a bien entendu plein d'autres problèmes, malheureusement, qui, pendant ce temps-là, étaient existants. C'est néanmoins une très grande fierté que d'avoir pu justement faire en sorte que tout ne s'écroule pas
et avec les 50 personnes de la direction informatique et tous les autres parties prenantes, bien entendu, de l'université, d'avoir réussi à faire cette transition. Ah super, super, merci pour le partage. Hem, J'aimerais rebondir sur un autre sujet qui importe aussi dans ce métier-là, qui est l'innovation, et les technologies. Comment, aujourd'hui tu arrives à rester à jour des dernières technologies, des dernières innovations dans le domaine? Quels sont les outils et les plateformes que tu considères comme indispensables aujourd'hui, pour un CDO pour mener à bien ses missions? Bah, il faut lire beaucoup, discuter beaucoup, s'informer beaucoup. Heu, Ça va tellement vite, ça va très vite d'une part et d'autre part, ça va dans tous les sens. Donc à un moment donné, quand on doit faire des choix, on a tellement de choix parfois devant soi qu'il est très difficile de faire le bon choix. Alors bon choix d'une plateforme, d'une solution, d'une technologie, d'une vision, voilà, on engage notre responsabilité que d'embarquer, telle et telle, heu, entreprise, dans laquelle on est le CDO ou qu'on conseille, dans telle et telle direction. Donc, pour ça, il faut énormément, lire, lire, mais il faut aussi pratiquer. Donc c'est, très, très important de monter des pilotes, de monter des prototypes, et ça d'ailleurs, c'est quelque chose de fondamental. Il faut et c'est pas évident, hein, dans beaucoup d'entreprises et en particulier des ETI ou des PME et cetera, de absolument se réserver une partie de son budget, de son temps, pour faire ces expérimentations. Et moi, je disais, par exemple, à Paris Dauphine, et pareil chez ETS Global après, réserver même à mes informaticiens, hein, sur le terrain, ou mes consultants, mes business analysts, et cetera, prenez 2, 3 heures, 4 heures par semaine s'il le faut, pour vous tenir au courant et rallongeant un peu les plannings s'il le faut aussi pour libérer ce temps, mais c'est indispensable. Si on ne le fait pas, ça ne marche pas. Alors certains peuvent le faire le soir, le week-end, voilà, d'autres ne peuvent pas, mais on est dans des domaines où c'est fondamental. Donc, il faut arriver à se tenir au courant. Alors, LinkedIn est une source, en tout cas, déjà pour arriver à grignoter, à capitaliser autour de tout un tas de thématiques qui sont super intéressantes, que les gens et les uns et les autres remontent. Le moteur de recommandation de LinkedIn est très, très puissant aussi pour ça. Et puis, à partir de là, on peut aller rechercher d'autres informations. Il y a des canaux d'information très, très extrêmement puissant que l'on a à sa disposition, mais il faut y passer forcément beaucoup de temps. Alors ça, c'est pour se tenir informé, mais après, il faut surtout être en mesure d'expérimenter. Et donc, il faut absolument, dans une partie du budget que l'on accorde à la transformation digitale, absolument réserver une partie de ce budget et de ce temps donc, qui va avec à l'expérimentation de nouvelles prototypes, alors soit en interne, soit avec des gens externes, bien entendu, qui vous accompagnent. Mais c'est fondamental et il ne faut pas avoir peur d'échouer. Ça c'est important à dire. Hein. Ce n'est pas toujours la culture. Dans certaines entreprises du monde industriel, par exemple, dans lequel j'ai pu travailler ou avec qui j'ai pu travailler, c'est mal vu d'échouer. Enfin, parfois même très mal vu d'échouer parce que c'est normal. On ne peut pas se permettre de prendre des risques. Mais voilà, donc là, on est dans d'autres domaines, dans d'autres circonstances. Il faut savoir le faire aussi. Euh, et c'est comme ça qu'on apprend, qu'on rebondit. Donc, c'est vraiment très important. Il faut aller dans des conférences, il faut aller discuter dans des tables rondes, il faut aller discuter voilà, dans les salons. C'est comme ça qu'on se tient au courant et que l'on peut se faire ses propres opinions aussi. Et peu à peu, bah, quand on est dans cette dynamique-là, on est un vrai expert. Et moi, j'aime bien dire toujours, et d'ailleurs, c'est même démontré scientifiquement, que l'intuition vient aussi de l'expertise, en fait. Donc, plus on est expert dans un domaine, plus on a, entre guillemets, une capacité d'intuition qui est bonne, parce qu'on se fait une propre opinion. Alors après, il faut la factualiser, il faut bien entendu scientifiquement, rationnellement démontrer
et puis être aussi capable de se rendre compte qu'on est parti peut-être dans la mauvaise direction, mais en tout cas, c'est extrêmement important. Donc, plus on a d'informations, plus on recueille d'informations, plus on discute avec les uns et les autres, plus on se fait sa propre opinion et plus on est capable de la mettre au service de son organisation. Mmh. J'avais une question parce que c'est vrai qu'on parle un peu de tous ces projets, la notion de temps, le timing, hein, qui peut être important, les ressources et puis on n'a pas couvert toutes les missions, hein, d'un leader de la transformation numérique ou d'un CTO, ou d'un CIO. Est-ce que tu as été confronté, toi, à cette réflexion autour de la rentabilité, en fait, de chacun des projets et confronté à même la rentabilité de l'entreprise? On le voit aujourd'hui, des sociétés comme LinkedIn ou Facebook ont mis 15 ans à être rentables, hein, ça a été des investissements massifs, hein. Donc là, on parle vraiment d'investissement avec un retour sur investissement sur plutôt du moyen long terme. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises que tu rencontres ont cette lucidité, ont cette maturité de comprendre cet enjeu d'investissement dans, dans, cette, dans cette époque de révolution numérique? Alors, certaines oui, mais c'est plutôt en minorité et la plupart n'ont, pour être très, très direct, la plupart n'ont pas cette capacité. Elles l'ont dans leur métier en général, mais quand il s'agit d'investir dans le numérique pour transformer le métier, elles l'ont moins, c'est ce que je constate. Voilà. Ouais. Euh, euh, mais bon, il y a de plus en plus d'exemples qui néanmoins montrent que c'est des succès dans tout un tas d'autres domaines. Donc il faut s'en inspirer. D'ailleurs, je reviens un petit peu sur enfin, ta question précédente aussi à un moment donné sur comment est-ce qu'on accompagne le top management. Mais je pense qu'on a là aussi, pour bien accompagner un top management, il faut alors, sous forme de formation ou sous forme de conférences ou sous forme enfin, tout moyen nécessaire, leur montrer et leur faire toucher du doigt toutes ces transformations d'organisation classiques qui, grâce au digital, se sont complètement transformées, ou des domaines qui se sont complètement transformés. Et justement, les retours sur investissement sont... Enfin, on peut même plus parler de retour sur investissement quand on parle de x10, x100, etc. Le changement d'échelle que ça a généré chez ces organisations-là. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à faire toucher du doigt. Et donc, c'est très difficile. On en a discuté, c'est très difficile à faire toucher du doigt parce qu'il y a un manque, je pense, de culture et de temps aussi. Encore une fois, ça rejoint aussi ta question précédente. Il faut passer beaucoup de temps pour se tenir informé, pour savoir qu'est-ce que l'on peut faire, quels sont tous ces choix technologiques, parfois divers et variés, et on est un peu perdu là-dedans si on n'est pas soi-même expert. Donc, comment arriver à maîtriser ça? Et donc, c'est facile d'investir dans son métier, c'est beaucoup moins facile d'investir dans le digital parce qu'on a moins cette conscience. Mais c'est fondamental. Si on ne le fait pas, c'est sûr que soit son concurrent un jour le fera, soit carrément une start-up ex nihilo 100% digital va préempter ce domaine, en particulier s'il a la capacité d'être 100% dématérialisable, pour, pour faire beaucoup mieux. Donc, il faut vraiment avoir cette capacité d'investissement. Donc, ça veut dire que c'est au niveau, là aussi, du top management, enfin, plus haut niveau du top management, dans la direction générale, où il faut absolument préserver une partie de ces budgets d'investissement. Donc, une direction de transfert digital doit avoir les budgets et les moyens nécessaires de faire son travail. Maintenant, elle ne le fait pas à fond perdu, bien entendu. Donc, il faut absolument qu'il y ait bien une vision, une rentabilité, un ROI qui doit se calculer sur 1, 2, 3, 4 ans. Voilà, parfois, ça peut prendre du temps. Mais ce temps, c'est le même temps que l'on connaît dans n'importe quel domaine pour arriver à prendre une position dominante. Voilà. Donc, il faut après y aller de manière progressive pour démontrer progressivement qu'on est bien sur la bonne tendance, qu'on est capable de corriger cette tendance au fur et à mesure des résultats qu'on obtient aussi.
qui est très importante et qu'on avance pas à pas. En fait, qu'est-ce qui a fait le succès de toutes ces grandes organisations du monde du digital, hein, je parle de Google, Microsoft, enfin n'importe quelle start-up, entre guillemets, à l'époque, qui est devenu un géant et qui disrupte complètement le monde du business. C'est qu'ils ont cette capacité, en particulier depuis les années 2000, hein, de début 2000, et je pense que c'est le cloud qui a rendu ça absolument possible, l'externalisation complète des systèmes d'information et de l'informatique, entre guillemets, hein. C'est cette capacité à être au plus près du besoin des clients et des utilisateurs. C'est-à-dire qu'en permanence, jour après jour, on peut savoir si ce qu'on a sorti, ce qu'on a lancé fonctionne, donne un résultat ou pas. Donc, on est capable en permanence de s'ajuster. On est capable en permanence de faire mieux, et tout d'un coup, si on se rend compte qu'il y a un nouveau besoin qui est exprimé par les utilisateurs, de l'implémenter très rapidement et de le mettre à disposition de ces utilisateurs, etc. Donc, cette capacité à s'adapter en temps réel fait que on est au plus proche du besoin du marché et donc on le suit. Alors, on l'a initié, bien entendu, parce que très souvent, ces innovations, elles n'étaient pas forcément attendues par le marché lui-même, hein. On est sur la disruption. Mais une fois que la disruption est lancée, on ajuste en permanence. Et on ajuste en permanence pour être au plus proche du besoin du marché, ce qui fait qu'on ne se trompe pas, en fait. Alors, par contre, devenir rentable, ça peut demander du temps, surtout si on veut devenir leader sur le marché, parce que de toute façon, on n'est pas forcément tout seul, donc il faut investir massivement pour capter le marché. Mais une fois qu'on a compris cette dynamique-là, cette stratégie-là, on le fait à bon escient, on le fait intelligemment. Parce que tout le monde, dans tous les domaines, pour vendre une voiture, il faut l'avoir conçue, designée, fabriquée avant de la vendre. Donc le retour sur investissement et l'investissement, on sait très bien qu'il est de plusieurs années aussi. On ne conçoit pas de A à Z une voiture en quelques semaines. Ce n'est pas possible. Donc on n'a pas un retour d'investissement en quelques semaines non plus. Donc on met des années à le fabriquer. Pareil dans la pharmacie, un produit, toute la R&D que l'on doit mettre en place, tous les tests, etc., les accréditations, les certifications gouvernementales, etc., dans le monde de la pharmacie, ça prend des années. Et donc le retour sur investissement, il est des années après. Donc en fait, dans chacun des métiers, les gens savent faire ces investissements dans leur métier et mesurer donc ce retour sur investissement potentiel après. Donc il faut être en capacité de faire la même chose avec le digital. Voilà, le digital, c'est pareil. Il faut investir massivement dans la transformation digitale avant d'avoir un retour sur investissement, ce qui est normal. Voilà, donc on n'a pas de retour sur investissement si on n'a pas investi ce qu'il faut, et parfois à perdre pendant quelques années. Oui, c'est la réalité des choses. Mais si tout ça, on l'a anticipé, on l'a bien formalisé, on s'est bien entendu inspiré de tout un tas d'autres domaines qui ont réussi aussi et qu'on, par analogie, on transpose cela dans son propre domaine, etc. Ce sera, et qu'on s'entoure bien entendu des bonnes personnes et de la bonne organisation, ce sera un succès. Donc c'est ça qu'il faut absolument arriver à mettre en place. Et donc tu as abordé un point effectivement très très important, c'est cette capacité à mesurer et à investir. Oui, oui, alors c'est un des sujets, je pense, les plus fondamentaux. Lorsqu'on prend une mission ou lorsqu'on fait un audit d'entreprise sur la maturité de ses enjeux et les objectifs à atteindre réalistes ou pas. Enfin, c'est un des sujets importants. J'avais une question maintenant, on voit hein, la difficulté du métier, la difficulté à convaincre, la difficulté à projeter une vision, la difficulté aussi, ces obstacles à amener un ancien modèle qui peut à un instant donné était en success story, qui aujourd'hui doit évoluer sur une autre forme, souvent avec des indicateurs, des signaux faibles de start-up qui arrivent à financer des millions d'euros sur le même marché, alors qu'elles n'ont pas l'ancienneté de l'entreprise historique, hein, qui peut être dire bah tiens c'est bizarre, pourquoi les gens pensent et souhaitent investir 10 millions ou 15 millions sur cette entreprise qui va venir sur mon marché. Ça reste des investisseurs professionnels qui savent
et qui détecte quelque chose, peut-être un indicateur. Et toutes ces difficultés-là qu'on rencontre de veille, d'analyse, de compréhension et de communication, on l'a dit précédemment, comment toi, en tant que leader de ce changement, comment tu arrives à trouver un équilibre entre la vie, professionnelle qui est passionnante et la vie personnelle? Quelles sont tes passions en dehors de ces sujets-là? Et comment tu arrives à trouver, justement cet équilibre-là? Parce que je voyais que, bah, les gens qui font notre métier, hein, que ce soit le chef data ou chef digital ou informatique officer, aujourd'hui, je constate qu'il y a une durée de mission qui sont relativement courtes, hein, entre 18 et 24 mois. Qu'est-ce qui peut expliquer tout ça, en fait? J'aimerais avoir ton avis. Comment toi, avec l'expérience et les années que tu as, comment tu arrives à trouver cet équilibre-là? Je ne sais pas si je l'ai trouvé. En tout cas, je fais beaucoup mieux qu'avant, en tout cas. J'espère, en tout cas. Il faut demander en plus à mes proches. Heu, mais c'est très difficile, je suis d'accord. Très, très difficile, surtout, quand ce sont des métiers très, très prenants. Si en plus on est un peu passionné, bah, comme c'est des métiers finalement créatifs, hein, on crée quand même, on crée de la valeur, on crée, des idées. Mmh. Et Heu, intrapreneur, hein, sur certains aspects. bah, oui, bien sûr, Intrapreneur, bien ouais. sûr. Oui, oui, on est intrapreneur, bien sûr, voilà. Et je pense que c'est très bien, il faut avoir cet état d'esprit-là, justement. Donc ça veut dire qu'on s'engage, à fond. Donc que ce soit à Dauphine, que ce soit chez ETS Global, avec les équipes, et toutes les équipes, de toute façon, aussi étaient engagées à fond et on travaille, énormément d'heures par jour. Heu et avec des périodes de tension, très fortes quand il y a des mises à des releases, et voilà, et des problèmes, et cetera, et cetera. Donc c'est très difficile de maintenir le bon équilibre vie de famille, vie personnelle, vie professionnelle. Et la seule chose que j'ai fini par comprendre, en tout cas, parfois un peu tard, mais que, en tout cas, j'essaie d'appliquer depuis plusieurs années maintenant, c'est cette capacité d'anticipation. Il faut être, il faut être d'une organisation, de fer, sur son organisation personnelle, sur l'organisation de son équipe, de sa direction, et sur la capacité à anticiper. Anticiper. Dans mes expériences, précédentes, je suis arrivé dans ces organisations-là. La vision, en gros, de l'organisation d'un point de vue informatique, et sans même parler de transformation digitale, elle n'était pas plus de 2 à 3 mois. C'était des organisations qui travaillaient en mode réactif en permanence. Et donc ça ne faisait qu'engendrer encore plus de problèmes, pour en particulier sur l'équilibre vie professionnelle, vie, personnelle, avec du stress, à tous les niveaux, dans ces équipes-là, des charges de travail, monstrueuses, et cetera. Donc comment sortir de cet état de réactif? Et très souvent d'ailleurs, les autres directions dans l'organisation n'en sont pas conscientes elles-mêmes et n'arrêtent pas de demander, des nouvelles fonctionnalités à tort et à travers parfois, et parfois avec, raison, mais parfois aussi à tort et à travers, sans beaucoup de réflexion ou d'études sur le marché de la réalité des demandes. Et donc, le rôle de ces directions-là, et je dis ça vraiment dans l'esprit de préserver son équilibre, encore une fois, vie Oui, professionnelle, vie personnelle, non seulement pour soi, directeur, mais pour l'ensemble des équipes et aussi de ses parties prenantes finalement, c'est une capacité d'anticipation et d'organisation de fer. Alors, anticipation, c'est quoi? Moi, j'ai mis en place des roadmaps à 1 an, là où on était en mode purement réactif. Des roadmaps à 1 an, moi j'ai dit quand je suis arrivé dans ces organisations, mais non, arrêtez de travailler au jour le jour. Euh, c'est pas possible. Et on me répondait, si, c'est pas possible parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va nous demander, le lendemain, comme nouvelle fonctionnalité de la part de nos clients. Je lui dis, c'est pas vrai. Vous êtes des experts de votre domaine. Vous êtes en capacité de prévoir à peu près 1 an à l'avance ce qu'on va vous demander. En plus, il suffit d'aller regarder nos concurrents, oui, ce qu'ils ont fait. Certains sont en avance, bon, d'autres sont en retard, mais certains sont en avance quand même. Donc, il suffit d'ouvrir un peu les yeux et de voir comment le marché avance. Et on est en capacité d'avancer au moins 1 an.
2-3 ans, c'est un peu plus difficile, même si on a des visions, bien entendu, et des objectifs. Mais 1 an, on peut anticiper. Donc, les premières choses que j'ai faites, on a mis 2-3 mois, même un peu plus parfois, c'est créer des vrais roadmaps à 1 an qui ont engagé l'ensemble des organisations, de l'ensemble des départements donc de l'organisation, avec nous, hein, parce que ça voulait dire aller collecter les besoins, les faire réfléchir, réfléchir nous-mêmes, etc. Et puis mettre en place l'ensemble de la roadmap à 1 an. Et à partir de ce moment-là, on a une vraie vision, on a une feuille de route, on a un plan. Et bien entendu, on sait qu'en cours de route, il y aura des changements. Mais après les premières années, deuxième année, etc., de mise en place de ces stratégies-là, le résultat factuel, c'est qu'il n'y avait que 10%, même pas, des choses qui avaient été, qu'il avait été nécessaire de changer par rapport à la roadmap. Donc, on avait bien tenu. Donc il est tout à fait capable, on est tout à fait capable de le faire. Il n'y a aucun problème. Et ce n'est que si on arrive à mettre ça en place comme organisation que derrière, on a la possibilité d'avoir une meilleure en tout cas balance vie professionnelle, vie personnelle. Parce on ne travaille plus en mode réactif. Alors, il peut y avoir toujours des incidents, et là, on a mis les process aussi en place qui font qu'on mitigue, enfin, on résout les incidents avec la bonne organisation, la bonne implication de l'ensemble des départements, la bonne communication immédiate auprès de l'ensemble des acteurs, y compris des clients, pour qu'ils ne viennent pas nous taper dessus quand il y a un incendie, mais qu'ils soient prévenus tout de suite et qu'ils comprennent pourquoi et qu'ils soient acteurs comme nous de la résolution du problème, ne serait-ce qu'en étant patient et parce qu'ils sont informés, et voilà. Mais donc tout ça, il faut le mettre en place. Voilà. Donc ça, moi, j'ai appris ça sur le tas, hein, très franchement, à force d'avoir des problèmes et d'avoir des problèmes donc dans la partie professionnelle, mais des problèmes du coup dans la partie personnelle aussi, parce que ça devenait ingérable pour la vie de famille également, et même pour ma propre santé parfois physique et mentale. Voilà, alors, j'ai appris ça, et c'est devenu, à partir des années 2000 et quelques, enfin 2010 ou 2015, un facteur essentiel de mon management. Voilà. Je ne peux pas arriver quelque part sans mettre en place une organisation comme ça, parce que c'est le seul moyen, de préserver la santé de nos équipes, et en plus, c'est hyper efficace. Donc, donc on a tous les ingrédients réunis pour, pour réussir. Et c'est hyper efficace donc, pour soi dans son rôle de transformation digitale, et c'est hyper rassurant pour les parties prenantes, les autres directions, parce que du coup, on leur a donné un plan, on leur a donné une vision, et elles s'inscrivent dans cette vision, parce que finalement, nos parties prenantes n'attendent que ça, en fait. C'est qu'on les aide finalement aussi à sortir un peu la tête de l'eau, et à se projeter un petit peu plus, qu'elles ne sont pas en mesure de faire par elles-mêmes, encore une fois, parce que ce n'est pas non plus leur domaine, leur métier, ils n'ont pas forcément toute la connaissance nécessaire. Et c'est là où un vrai partenariat se met en place. Et là, on rentre dans un rapport de confiance en plus, et ça se passe vraiment très, très bien. Donc ça, je pense que c'est un des retours d'expérience majeurs que je peux partager, qui est celui-ci. Mais merci pour ta question. Oui. Une autre question, toujours dans cet état d'esprit, c'est pour les générations futures, c'est si tu avais un livre à recommander, un film, et puis je te poserai la deuxième question, une personnalité qui t'a inspiré dans ta carrière, qui a eu un impact un peu sur ce que tu es aujourd'hui, qui serait-elle? Quel livre serait-elle? Et quel film serait-elle? Serait-il? Pardon. Alors, bon, dans les livres, je ne vais pas forcément en citer, enfin, il y a tous les grands livres que l'on connaît, enfin, dans le domaine de l'informatique, hein, qui sont fondamentaux. Bon, celui que je suis en train de lire en ce moment, c'est Geek d'Andrew McAfee. Andrew McAfee, c'est un chercheur du MIT, je crois maintenant, qui est aussi pensionnaire chez Google, qui avait écrit en 2005 Enterprise 2.0, qui était, disons, ça a été le point initial un peu de la transformation digitale des organisations. Et en fait, dans son dernier livre, là, Geek, il explique comment
cet état d'esprit du geek, alors que parfois on voit comme le type super concentré sur la techno qui pense qu'à ça, etc. Non, il voit ça plutôt comme un état d'esprit très, très créatif. Hein. Donc, j'ai tous ces Sergey Brin, Larry Page, Mark Zuckerberg, tous ces gens-là qui en fait, ont à la fois une créativité dans leur domaine, ils ont été capables de réfléchir out of the box, qui en même temps ont une obsession de la perfection, entre guillemets, dans leur domaine, d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils font, avec une vision hyper rationnelle, technologique des choses, bien entendu, qui ont parfaitement compris et qui fait que, et qui ont en plus un certain sens du business, et qui ont complètement transformé ces dizaines ces 30 dernières années, le monde. Et donc, il analyse tout ça et c'est assez passionnant de voir de l'intérieur, de voir quels sont ces processus et comment est-ce qu'en fait cet état d'esprit, on peut l'appliquer dans n'importe quel domaine en fait. Parce que pour lui, c'est une nouvelle façon de gérer et de manager des entreprises. C'est donc une nouvelle façon d'être en leadership d'une organisation, puisque ça donne des résultats extraordinaires. Sinon, moi, mon autre passion, c'est la musique, en fait. Oui. Donc, mes autres références, c'est plutôt dans le monde de la musique. Et le monde de la musique est pour moi mon oxygène, en fait. Ce qui me permet de sortir de tout ce monde de la technologie. Je suis issu de parents de musiciens eux-mêmes, en fait. Donc, j'ai un peu cette double culture, à la fois scientifique et à la fois musicale, avec un sens profond artistique, et la danse, tout ce côté créatif, intuitif également, qui du coup combiné avec le reste. Et voilà, donc pour moi, quand si on parle de films ou de choses comme ça, c'est vraiment tout ce qui est musique qui est absolument incroyable. Récemment, je suis allé écouter la symphonie numéro 2 de Sibelius à Radio France par l'orchestre symphonique de Radio France. C'était un moment absolument magique et inoubliable, tellement cette symphonie est belle et tellement elle était interprétée de manière magistrale. Voilà. Donc ça, je pense que ça permet de se ressourcer et, c'est important. Et puis, bien entendu, je reviens sur ta question sur la vie, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, c'est sa famille. Accorder le temps nécessaire à sa famille, temps d'écoute, temps de partage, temps de communication. Et ça, il faut, dans nos vies super, super stressantes, il faut arriver à faire ça. C'est aussi le seul équilibre et la seule chose qui compte finalement à long terme. Mmh. Très bien, merci, Miguel. Je vais rebondir dans cette notion de famille et puis de cette transmission. C'est te poser cette question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite, accompagner le changement, devenir CDO ou leader de la transformation numérique? Souvent, moi j'ai tendance à dire, on on reste dans les organisations parce qu'on a rencontré, soit un manager, un mentor, qui nous accompagne dans notre, parcours et qui déclenche des sujets, je pense en tant qu'élève et puis après enseignant, on a toujours dans notre tête un prof qui nous a accompagnés ou qui a déclenché quelque chose chez nous ou une passion. Quel conseil pourrais-tu donner? Et puis quel a été toi, peut-être ton déclencheur, quelqu'un que tu voudrais remercier, à travers, ce podcast qui a finalement, au moment où il t'a accompagné, ne te rendais pas compte de l'impact qu'il aurait sur ta vie? Je ne sais pas si tu as quelqu'un comme ça? Euh, En tout cas, bon, déjà pour commencer par un conseil, c'est d'avoir l'esprit vraiment hyper ouvert. Faut avoir un esprit un peu en forme d'éponge, entre guillemets. Il faut absolument pas fermer son esprit et penser qu'on a voilà, les meilleures idées du monde. C'est pas vrai, entre guillemets. Même si on peut à un moment donné avoir des superbes idées, mais il faut aller s'inspirer
il y a tellement de choses qui se passent dans le monde qu'il faut vraiment aller s'inspirer de ce qui se passe. Et pour s'en inspirer, faut le connaître. Donc, si on reste enfermé dans son cheval, dans ses ornières, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment, ça c'est vraiment le conseil que je peux donner, et en particulier donc dans le domaine de la transformation digitale, il faut vraiment aller comprendre ce qui a été fait dans d'autres domaines et comment est-ce qu'on peut le transposer dans le sien. Et après, donc, comment est-ce qu'on embarque autour de soi tout le monde, encore une fois, avec cette humilité nécessaire, tout en ayant la vision et le potentiel à le partager. Voilà. Moi, j'étais inspiré par le début de l'informatique moderne, enfin moderne, enfin, oui, celle qui s'est démocratisée, entre guillemets. Les Steve Jobs, Bill Gates, ce sont ces gens-là qui ont été mes phares à moi. Peut-être qu'on les voit de manière totalement différente aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, ils créaient leur start-up, ils créaient leur, voilà, moi j'avais quelques années de plus, enfin de moins, entre guillemets, donc je suis arrivé quelques années de plus, de 3 ou 4 ans de plus. Et puis en plus, en France, à l'époque, c'était hyper difficile de savoir qu'est-ce qui se passait aux États-Unis, etc. Donc il y avait toujours du décalage. Mais ça a été mes mentors. Et moi, je me suis construit en fait totalement à partir de ça. Et comme j'avais un esprit hyper créatif, c'est pour ça que dès que j'ai commencé à baigner dans l'informatique, moi j'ai découvert la première machine programmable, TI 57 pas de programme. Je ne sais pas si les gens peuvent se rendre compte de ce que c'est aujourd'hui. En 79, quand je faisais mon bac. Et c'est devenu une passion qui a été dévorante pendant des années. J'ai programmé des jeux de tout type, jeux d'échecs, jeux de dames, Othello. J'ai fait des compétitions d'ordinateur pendant des années, des jeux vidéo, etc. J'étais un des programmeurs fous jusqu'au milieu des années 90. Et, c'est ça qui a créé, pour moi, c'était de l'art, en fait, faire de l'informatique. Enfin, et même faire des programmes. C'était des œuvres d'art, parce que quand tu trouves des algorithmes, que tu les perfectionnes, qui sont le plus parfaits possible, que tu mets en œuvre, tu crées vraiment, tu matérialises vraiment une idée. C'est comme faire un tableau, c'est comme faire une œuvre de musique, c'est faire une œuvre de codage, entre guillemets, et on reconnaît tout de suite ceux qui codent de manière, je ne vais pas dire artistique, mais presque, de ceux qui codent en plissant des lignes, comme on dit malheureusement, dans un mauvais langage. Voilà. Donc c'est un véritable art, et je pense que des grands créateurs comme Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs n'était pas développeur lui-même, mais lui c'était l'as du marketing. Ils avaient cette capacité-là à faire du beau et du très très fort, et à implémenter ces idées qu'ils ont affinées avec de bons contextes aussi pour réussir. Et voilà, donc ça a été mes mentors tout au long de ma vie. OK, super. On arrive à la fin de l'interview, mais qui n'en est pas vraiment une. Mais j'aimerais avoir ton avis en tant qu'expert de la transformation numérique, CDO, CDIO. Ta vision de l'évolution de cette fonction-là dans les prochaines années, heu heu, au sein des organisations, comment tu la vois? Bah, je pense qu'il faut qu'elle soit centrale, parce que l'évolution digitale ne s'arrête pas. La preuve, hein, depuis 2 ans et demi, là, on connaît une révolution, et qui n'en est qu'à ses débuts, fondamentale, avec l'IA générative. Euh, donc il faut que ces fonctions soient des fonctions ancrées dans l'organisation. J'ai j'ai entendu, hein, dans des expériences récentes, des gens qui disaient: «Mais une fois qu'on a terminé la transformation digitale, il n'y a plus besoin des équipes, voilà, on passe à autre chose et on continue le business as usual». Non, la preuve, encore une fois. Donc non, ce sont des fonctions absolument à maintenir, à préserver. C'est
C'est ça qui fait le cœur du métier. Et encore une fois, je réinsiste sur le fait que c'est une fonction transverse. Donc, elle est parfois difficile à comprendre par les autres directions, mais il faut que, justement, ils s'inspirent de cette fonction transverse et que la fonction transverse ne tente pas de phagocyter, bien entendu, les autres directions, que ça se fasse en bonne intelligence. Donc, c'est un vrai travail de collaboration qui doit se mettre en œuvre, mais qu'il faut maintenir absolument dans la durée, parce que les changements à venir, quels qu'ils soient, de toute façon, on l'a vu, hein, il y a des cycles de changement à peu près tous les 5 ans. Donc, il faut être capable de les anticiper, de les prendre en compte, si on ne veut pas prendre du retard par rapport à ses propres compétiteurs, tout simplement d'un point de vue très prosaïque. Mmh. Comment imagines-tu, toi, l'impact aujourd'hui de même si on a encore peu de recul, sur l'IA, sur le futur du travail et des entreprises? Bah, l'IA, forcément, de toute façon, elle va être partout, en fait. Elle est déjà partout, hein, dans nos smartphones, on a de l'IA déjà partout, sans parler d'IA générative. Je veux dire, toutes les photos qui sont prises avec les smartphones, elles sont bourrées de processeurs d'IA, enfin de processus d'IA qui arrangent la photo automatiquement, sans qu'on ait rien à faire. Et puis parfois en lui demandant de faire quelque chose, mais déjà, tout est intégré, pour parler juste de cet exemple très, très prosaïque. Puis dans des tonnes de domaines, de les reconnaissances faciales, enfin tout. Bref, l'IA, elle est déjà partout. Ce qui est nouveau, c'est que l'IA générative, elle a une capacité, elle rentre dans un nouveau domaine qui est notre capacité à produire nous-mêmes, êtres humains, du texte, donc à notre pensée, à travers le texte, de l'image, de la musique, du son, de la vidéo, etc. Et donc là, il faut que ça devienne des assistants, c'est-à-dire comme la calculatrice est devenue un assistant après la règle à calcul, qui était déjà un assistant après je ne sais pas quoi, le boulier, etc. etc. Euh, donc, donc, donc c'est ça l'évolution naturelle de l'intégration de l'intelligence artificielle. Alors c'est sûr que écoute, en 2016, j'avais écrit un article pour une revue qui s'appelait Aliancy, comment je vois la vision en 2030. J'avais dit en 2016, d'abord, on aura tous un assistant intelligent qui fera la plupart de nos tâches répétitives de la journée à notre place. Donc, ça pouvait prendre des rendez-vous, répondre à des emails basiques, entre guillemets, etc. Donc, je ne m'étais pas apparemment beaucoup trompé. Je pense qu'on va avoir d'ici quelques années des super, super assistants qui vont nous aider dans la plupart de nos tâches. Il faut en garder le contrôle par contre, hein. Il ne faut pas faire le fainéant, entre guillemets, et laisser tout faire à notre place, parce qu'on a une capacité en tant qu'être humain bien supérieure néanmoins à ces assistants. Donc c'est notre valeur ajoutée à nous, donc il faut en prendre le contrôle, bien entendu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'avais d'ailleurs imaginé, c'était d'avoir des écrans, entre guillemets, qui soient enfin, dans nos lunettes, en fait, des lunettes connectées qui nous permettaient de voir l'écran de nos ordinateurs à travers l'écran projeté sur les murs, etc. Et ça, c'est ce qu'on a, par exemple, avec les Vision Pro d'Apple. D'après, oui. Alors, sauf que c'est pas encore dans des lunettes, mais ça va arriver dans des lunettes dans les années à venir, ça c'est sûr. De toute façon, Apple déjà apparemment travaille déjà dessus. Il y a même une startup déjà qui a sorti un premier modèle aussi de ce type-là, et qui fait que en fait l'informatique, elle sera intégrée aussi dans n'importe lequel de nos devices, enfin de nos wearables, comme le disent les Américains. Donc voilà. Donc c'est ça le futur, et tout ça sous-tendu par une intelligence artificielle de plus en plus puissante. Et dans tous les domaines, il n'y a pas un seul domaine qui n'ait pas besoin de mettre en place des processus d'intelligence artificielle. Donc, toutes les entreprises, toutes les organisations, quel que soit le domaine, doivent absolument intégrer des projets qui sont capables d'embarquer l'intelligence artificielle, de comprendre comment s'en servir, de comprendre comment augmenter, entre guillemets, les process existants grâce à ça, comment en tirer profit.
Et s'ils ne le font pas, ils vont forcément prendre du retard et à un moment donné, ça sera dommageable. Donc il faut absolument aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, quels sont les projets, initiatives qui te passionnent le plus et sur lesquels tu vois un intérêt tout particulier pour l'avenir? Je pense que c'est l'intelligence artificielle en tout cas, hein. Bon, il y a les voitures autonomes, enfin tout ce qui est autonome, qui est aussi lié de toute façon à l'IA, mais ça c'est aussi quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Euh, Là, on rentre dans un nouveau monde en fait, parce que là, pareil, n'importe qui conduit des voitures. Donc, en ayant la maîtrise de la voiture, plus ou moins malheureusement maîtrise en fonction. Malheureusement, il y a des accidents. Mais on va vers un monde où on ne conduira plus. Oui. Où toutes nos voitures seront, enfin tous nos véhicules, je ne sais pas si on pourrait appeler ça des voitures, tous les véhicules en tout cas de transport seront 100% automatisés, 100% contrôlés entre eux dans des réseaux mèches de voitures qui s'autoréguleront, etc. Donc ça, c'est évident, il faut s'y attendre. Et je connais des très jeunes générations qui ne veulent même pas passer le permis en attendant ça. Si on a la chance d'habiter dans des milieux urbains, en tout cas, où il n'y a pas besoin forcément de voiture, parce que les transports en commun sont, pour l'instant, en tout cas au présent, disponibles. Mais c'est ça le futur. Donc ça, je pense que c'est un domaine aussi passionnant. Voilà. Et puis bon, il y a un troisième domaine qui me vient à l'esprit, mais qui est l'exploration hors de la Terre. Mais ce qui me fait penser par contre au challenge que l'on a sur la crise climatique mondiale. Et là, on avait un de nos invités là, récemment, Louis Choquel, qui était persuadé que l'intelligence artificielle était justement un des facteurs de résolution du problème de la crise climatique. Voilà, donc j'espère qu'effectivement, on va bien dans cette direction-là. Ça, c'est les technopositivistes dont Bill Gates, par exemple, un des premiers aussi, est 100% dans cette lignée-là. Voilà, donc j'espère que c'est bien cette direction que l'on prend et qu'il y aura des avancées majeures dans ces domaines-là et que la technologie permettra de résoudre, en tout cas de contrôler ça, parce que là, c'est pas forcément l'intelligence humaine collective qui à l'œuvre actuellement qui va dans le bon sens. Merci Miguel pour ton partage et cet échange. Maintenant, nos auditeurs en savent un peu plus sur toi, à leur demande. Merci, Puis, merci un Dassin. exercice pas évident, mais voilà, on s'y prête avec grand plaisir, comme sur les autres épisodes. Merci Miguel. Merci Dawson, à très vite. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur la voie du CDO. J'espère que cet épisode vous a apporté des idées précieuses et a ouvert de nouvelles perspectives sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre stratégie digitale. Si vous avez aimé notre conversation et que vous souhaitez soutenir le podcast, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre soutien nous aide à grandir et à partager nos idées avec une communauté de plus en plus large. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode à vos proches et sur LinkedIn et à taguer la voix du CDO. Retrouvez-nous le mois prochain pour un nouvel épisode plein de surprises, d'innovations et des invités toujours plus inspirants. D'ici là, continuez à innover, à expérimenter et à diriger. C'était un plaisir de vous avoir accompagné aujourd'hui. À très vite sur la voie du CDO.